Madame, Messieurs, merci de suivre votre magazine kiosque de ce vendredi saint, quelques jours avant la Pâque. Alors, nous avons 3 invités dans ce plateau de kiosque. Merci de nous rester fidèles. Tout d'abord, je m'en vais lire les titres des journaux parus dans la capitale, les grandes lignes de la presse ce matin. L'ACP, l'Agence congolaise de presse, a écrit: RDC, Union sacrée de la nation, se dote de 4 organes décisionnels. Econews décrire à ces sujets: charte de l'Union sacrée comme un air de déjà vu. Ça, c'est les titres d'Econews. Et l'avenir, l'Union sacrée de la nation, le présidium et les chefs des partis politiques signent la charte qui comprend 76 articles regroupés dans plusieurs chapitres, regroupés en 9 chapitres précédés d'un préambule. Ça, c'est l'avenir qui décrit. Et Africa News, la charte signée par tous les membres est un ensemble de principes et des règles à respecter et à faire respecter par tous. Et Congo Nouveau relaie les propos des Trifon Kiki Moulumba avec les personnalités qui regorgent l'union sacrée. Félix Tshisekedi est assuré d'avoir un 2e mandat. Voilà. Et Congo Nouveau toujours écrit qu'alors que l'Union sacrée affiche complet, la Moka c'est fissure. Voilà, ce sont là les grandes lignes de l'actualité parues à la presse écrite ce matin. Nous avons 3 invités, d'où Jésus Bédédou. Bonjour. Bonjour madame, bonjour aussi aux téléspectateurs de kiosque et à mon estimé grand frère et confrère. Voilà. Notre invité, c'est Joël Kadendanga. Bonjour Joël. Bonjour madame, heureux de retrouver mon frère, mon ami Bédédou, qui s'est accompagné sur ce plateau avec ses fleurs, ces 2 beaux enfants, que je salue parce qu'ils sont en face de moi. Et à vous, merci. Merci aussi aux téléspectateurs. Alors le 3e invité, il n'est pas encore là, il va nous rejoindre. Saint-Seka doit être sûrement en route. Voilà, madame, monsieur, avec nos 3 invités, nous allons parler de la charte de l'Union sacrée qui a été signée, c'était mercredi. Nous allons également revenir sur la date du 6 avril qui a été consacrée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Voilà, aujourd'hui également c'est la journée internationale de la santé. Alors, nous allons nous atteler sur ces 2 sujets. D'où Jésus, l'Union sacrée s'est dotée de sa charte. La signature et la présentation, c'était le mercredi. Quelle analyse, quel commentaire vous faites de la signature de l'Union sacrée qui s'organise pour soutenir la candidature de Félix Tshisekedi pour son 2e mandat? Merci beaucoup, mais de prime abord, je voudrais quand même rendre hommage à un esprit, un grand esprit, Simon Kimbangu. Je crois que, permettez-moi de commencer par là, parce que... J'avais placé ça en 2e lieu, hein. Exactement. On commence par ça, alors. Et je pense que ça peut être les biscuits et un bon sujet, parce que c'était hier. Oui. On peut en parler au début. Allez-y, voilà. Et vous savez, je suis très honoré que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, honore la mémoire de ce grand esprit. Lorsque vous allez sous d'autres cieux, vous allez constater que Simon Kimbangu, c'est une personnalité mythique. C'est quelqu'un qui est adulé au-delà de sa casquette de prophète aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui est au même rang que Kwame Nkrumah, au même rang que le grand révolutionnaire pour l'indépendance des pays africains. Il a lutté, il a milité contre la colonisation, et donc c'est quelqu'un aujourd'hui à placer au même titre que ce grands esprits qui ont milité pour l'indépendance des pays africains. Et donc, peu savent que Simon Kimbangu a fait la prison plus d'années que Nelson Mandela. Mais on met en avant-plan Nelson Mandela. Il a été emprisonné pendant 30 années, vous vous rendez compte? 30 années, pourquoi donc? Simplement parce que ce natif du Congo central, Deboma, qui est né en 1887, est allé une fois à Léopoldville. Il était révolutionné de voir comment ses frères étaient traités, autant que dans le Congo central. Je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Il est rentré chez lui, il a débuté son ministère sur fond d'éveil des consciences des Congolais. Et lorsqu'il disait qu'un jour,
les Noirs deviendront les Blancs et que les Blancs deviendront les Noirs. Simplement, il voulait dire, un jour, nous les Noirs, nous sommes des grands esprits, nous ne pouvons pas être marginalisés par ces gens qui sont venus de très loin pour nous coloniser. Et cela a été très mal vu. C'est là où il a rejoint les combats des révolutionnaires. C'est là où il a rejoint les combats des grands esprits africains. Et c'était le mal. Simon Kimbangu est parti de là, emprisonné, jusqu'à ce qu'il est allé mourir à Lubumbashi en 1921. Et donc, je suis très fier que le chef de l'État ait reconnu les combats de ce monsieur. C'est très péjoratif. Généralement, lorsqu'on parle de Simon Kimbangu, je vois des églises des réveils, excusez-moi de les apostropher. Hein. Je sais que mon frère, pasteur Joël Cadet est là, il va peut-être rebondir là-dessus. Mais lorsque je vois dans plusieurs églises, on dit Simon Kimbangu Kindoki. Église Kimbangu Bandoki. Non. Il faut. Moi, je suis Kimbangologue. Je ne suis pas Kimbanguiste. Je suis Kimbangologue. J'ai étudié Kimbangu. Je suivi le combat de Kimbangu. Kimbangu, même dans ses prédications, c'est l'éveil des consciences congolais, des consciences de l'homme noir, l'homme congolais, qui est mis en avant-plan. Et pour voir la valeur de Simon Kimbangu, pour voir l'essence de sa lutte, regardez simplement les discours du roi belge lorsqu'il a envoyé les prélats catholiques. Je ne suis pas en train de mettre... de rejeter l'évangile des catholiques, non, loin s'en faut. Mais l'histoire, ça demeure l'histoire. L'histoire, ça reste l'histoire. Il faut en parler à nos générations. Il faut dire à nos enfants que lorsque les Blancs sont arrivés ici, ils ont utilisé l'église catholique essentiellement pour dérouter les Africains, les Congolais particulièrement, du vrai sens du patriotisme, de leur culture, de leur esprit cultuel, parce que la culture et la culture c'est différent, et ils ont amené un discours comme pour dire, dites à ce noir-là, sélectionnez l'évangile. Le royaume des cieux, c'est comme cette aiguille-là où on cherche de faire passer un chameau, etc. Laissez les richesses, laissez vos dieux, laissez tout ce qui est comme votre culture, embrassez la nôtre. Et pendant ce temps, ils ont pillé pour aller construire la Belgique. Et Simon Kimbangu, c'était quelqu'un qui disait, conservez vos dieux, conservez ce que vous avez comme culture, gardez-le, c'est une valeur. Ne vous dépigmentez pas, par exemple. Vous n'enviez pas les Blancs. Restez avec vos coutumes, vos us et coutumes. Alors, parce que cela constitue votre force. Je comprends bien que donc, ça valait la peine. Ça vaut la peine, selon vous, qu'une journée soit dédiée à Simon Kimbangu. Et ça a un sens. Mais, et ceux qui disent qu'on a remis en cause la laïcité du Congo, de la République démocratique du Congo, comment est-ce que vous répondez à ces gens-là? Et moi, je pose encore une autre question parce que vous dites que vous avez parlé du combat de Simon Kimbangu. Oui. Il n'est pas le seul Congolais à avoir lutté pour les Africains, pour les Congolais. En 1921, imaginez-vous, figurez-vous, il y avait 10% des Congolais qui étaient déjà kimbanguistes. 10% des Congolais. Nous sommes en 2023, je n'ai pas la prétention de faire les inventeurs, mais je vous dis simplement qu'aujourd'hui, le kimbanguisme gagne du terrain. Aujourd'hui, les estimations vont à 30 à 40% des gens qui sont kimbanguistes. Il n'y a pas que dans le Bas-Congo, il va aller dans les Kasaï, d'où je viens d'ailleurs, à Kananga. J'étais surpris de voir dans des villages l'église kimbanguiste. Alors, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire, la journée n'est pas dédiée au prophète Simon Kimbangu. Simplement. À son combat. Exactement. À la conscience africaine. On célèbre les combats de Simon Kimbangu. Et il faut me dire ici, c'est lui qui pense que Simon Kimbangu n'a pas mené un bon combat. Les Congolais pensent que c'est digne fils. Non, mais le Congo, c'est un pays laïque. C'est là où je dis, on ne célèbre pas le prophète Simon Kimbangu. Mais on célèbre le grand esprit Simon Kimbangu, qui est présenté ici comme le symbole de la lutte contre la colonisation. Par exemple, vous voyez, la conscience africaine, l'éveil de la conscience. Regardez les combats de Kimbangu, il n'a pas été arrêté simplement parce que il a tué ou il a mené une rébellion. Il a été arrêté pour ses idées forces. Et les idées forces de Simon Kimbangu, c'est ce qui est en train d'être vécu aujourd'hui. Au-delà de son combat, Simon Kimbangu a laissé une activité intense qui soutient les sociales. Merci du Jésus. Je reviens à vous. Pardon, madame, je suis par là. Regardez l'église kimbanguiste. Puisqu'on va parler de l'église. Regardez la contribution de l'église kimbanguiste sur le plan social.
aujourd'hui, nous Elle avons... n'est pas la seule église à avons- contribuer sur le plan social. Je ne parlerai Les pas de l'église catholiques catholique. avec Caritas, Je ne parlerai pas par de l'église exemple, catholique. oui. C'est sur base de quoi que le 25 décembre est érigé comme journée fériée. Ça, On a c'est honoré. international. Au RDC, on n'était pas obligé de le suivre. Mais si cela est catégorisé comme journée fériée en RDC, c'est aussi une fois parce que l'église catholique représente beaucoup. Merci. Et Alors, donc pour dire, il y a des universités, il y a des écoles. C'est une contribution sociale au-delà même du combat que j'ai énuméré sur place. Et donc, Alors, je pense que reviens à vous. cette Joël journée valait Cadet, ça- ça- doit ça également fait. donner de la voix par rapport à cela. Je suivis un imam, Djouma, qui est contre cette façon de faire, de dédier toute une journée à Simon Kimbangu, et il dit que c'est contre, ça dénonce le non-respect du principe de la laïcité. Bon, avant d'arriver là, laisse-moi un peu demander, en termes de biscuits, comme c'est consacré dans cette émission, au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de s'occuper un peu essentiellement de la circulation de motos dans notre ville. Ça devient un peu de trop. Ce matin, j'ai failli connaître un accident pendant que j'avais déjà engagé la voiture au niveau de Kipwanza vers Assosa. Donc, quelqu'un qui doit traverser, vous avez déjà donné les clignotants à votre droite, la personne doit faire le contour pour passer devant vous. Et ce qui m'intrigue, c'est quoi? Ce n'est pas l'attitude de chauffeur, mais c'est l'attitude de client qui arrête la voiture avec les mains. En tout cas, je me demande, on va où? Je crois qu'il y a lieu de remettre un peu de l'ordre dans ce secteur. Et deuxième élément en termes de biscuits, c'est annoncer un peu vraiment la joie pour tous les enseignants de la République démocratique du Congo. Pour ce mois ici, avec le réajustement du budget, comme c'est le mois où le budget commence à être exécuté, ce mois ici, il y a un réajustement de la prime de la gratuité à hauteur de 50 000 francs congolais par enseignant du primaire pour un effectif total de 375 333 enseignants. Vous avez la prise en charge de 682 enseignants, nouvelle unité du niveau maternel. Vous avez la prise en charge de 5555 enseignants, nouvelle unité du niveau primaire. Vous avez la prise en charge de 10 002 enseignants, nouvelle unité du niveau secondaire. Vous avez la prise en charge de 2200 inspecteurs de l'édition 2018. Vous avez l'octroi et le paiement des frais d'itinérance au pôle d'inspection. Vous avez le paiement de la transposition de grade au profit de 5057 081 enseignants de carrière. Vous avez le paiement progressif des allocations de fin de carrière aux enseignants éligibles à la retraite pour un effectif mensuel de 452. Vous avez le paiement des frais de fonctionnement au profit de 3542 écoles primaires ayant connu la modification de structure, et vous avez le paiement de frais de fonctionnement alloués à 656 nouveaux bureaux gestionnaires. Et enfin, le réajustement de la prime. La liste est longue, Joël Cadet. Résumez votre liste. Donc, ça voudrait dire que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que les gens posent la question en ce qui concerne les sociales, lorsqu'on s'occupe de le réajustement, par exemple, de la prime de gratuité à 50 000 francs congolais par personne, pour 6 000 enseignants, vous pouvez, pas 6 000, pour 600 000 enseignants, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, vous pouvez un peu considérer c'est combien d'argent que l'on dépense pour le cas de l'enseignant. On me dira pour les enseignants qui sont ici avec Nseka, qui vont à Capella à $200, c'est quoi? Parce qu'ils peuvent prendre l'engoulou, ils peuvent manger. Mais je vous dis, j'étais à Kakanda, j'ai acheté, lui vient du village, 2000 francs congolais par exemple, lorsque vous êtes au village, vous avez les arachides dans tout un panier que vous pouvez acheter. Non, 50 000 c'est beaucoup pour ceux qui sont Il y a même certains enseignants, mais quand on paie les enseignants, non, mais je vous dis, il est des villages où le seul emploi c'est l'enseignement. Le seul emploi. Et il y a la vie dans certains villages, dans certaines cités, en République démocratique du Congo, que lorsqu'on paie les enseignants. Et c'est là qu'il y a vie.
Donc c'est juste pour vous dire que le social, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers son ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, il y tient et il en tient compte. Merci. Pour revenir à votre question, sujet, oui. non, vous savez, lorsque je vois les musulmans parler, bon, deux fois, il y a une consoeur d'ailleurs qui s'en est pris à moi dans un des forums, lorsque je dis que l'islam a contribué dans notre pays à la traite des Noirs. Les gens oublient très vite. Et aujourd'hui, par l'islam, il y a un développement du terrorisme qui n'est pas consacré dans le Coran, bien sûr, mais où les gens pensent que lorsqu'il faut tuer, on va au ciel. Allez-y à Ituri, vous allez voir ce que l'on appelle les ADF, et on prend les enfants, et aujourd'hui d'ailleurs, il y a un phénomène sur cette ville qui est en train de se développer. Vous allez voir, quand il y avait encore un peu de Koulouna sur le boulevard, à partir de 12h à 14h, vous allez voir qu'il n'y a pas de Koulouna. Donc vous allez rouler, il n'y a pas de Koulouna. Et on prend ces enfants-là, on les amène dans certaines mosquées ici, où ils sont en train d'être djihadisés. C'est-à-dire? Donc ils sont en train d'être préparés au djihad. Ah, Donc ok. à la guerre sainte. Ah. Donc on dit que quand vous tuez, vous allez partir au ciel. Et ces phénomènes-là, et quand je vois certains de nos frères musulmans, ils devraient un peu avoir de la retenue. Hein? C'est pas un pays, nous sommes bien sûr un pays laïque, oui. c'est vrai, mais ici, la journée du 6 avril n'est pas dédiée à adorer, à vénérer Simon Kimbangu. C'est uniquement pour reconnaître les combats qu'il a menés. Et en 1921, lorsque Simon Kimbangu a commencé son combat, lorsqu'il a commencé à prêcher, à faire des miracles, et j'ai toujours dit, Simon Kimbangu n'a jamais été Dieu. Il s'est dit, il était l'envoyé spécial de Jésus-Christ. Et Simon Kimbangu, c'est le prophète qui a prêché Christ, qui a prêché l'évangile. C'est un frère protestant qui a prêché l'évangile, qui a fait des miracles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est en ce moment-là qu'il a refusé la domination de l'homme blanc. Ici, nous reconnaissons ces combats-là. C'est le combat qui est reconnu par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est le combat qui est reconnu par la révalorisation et la conscience africaine. C'est pas pour des fins électorales? Ce n'est pas pour... Madame, s'il vous plaît. Le premier à avoir reconnu l'église d'abord Kimbangu, c'est le président Mobutu. Le président Mobutu, vous allez vous rappeler d'ailleurs, certains Kimbanguistes disent c'est pour cela que Dieu l'avait récompensé en l'élevant au rang de président de la République dans notre pays. C'était le seul qui écrivait sur le kimbanguisme comme journaliste. Et c'est le seul qui, comme il était militaire, qui aidait à mettre en contact Simon Kimbangu avec sa famille. Donc il prenait les lettres de la famille pour les amener en prison où était détenu Simon Kimbangu. Et donc, c'est lui le premier. Et c'est lui le premier à avoir reconnu le kimbanguisme comme une religion dans notre pays. Et c'est le premier qui a donné d'ailleurs les terres, les espaces où l'église kimbanguiste a construit. Allez-y en Kamba aujourd'hui. Il n'y a pas une assistance venant de l'Europe, de Rome ou consort. Mais vous allez voir la cité de Kamba, si vous avez déjà été, comment elle est construite avec les Tinsani. Avec ça, ça veut dire, l'église kimbanguiste nous donne une leçon que nous pouvons nous développer sans une aide extérieure, sans une assistance extérieure. Donc, l'édocratie qui a été établie comme un mode de contrôle des Occidentaux, aide à tel, aide des Français, AFD, aide le truc des Belges là, c'est quoi? Toutes ces aides liées là, où vous ne voyez rien qui vous arrive en termes de liquide, mais on vous dit que non, on va vous accorder 5 millions de dollars. Et 5 millions de dollars là, ils viennent avec tout de l'extérieur. Tout est acheté chez eux. Les taxes, les impôts sont payés chez eux. Mais les autres se sont un peu mal à l'aise de rester à la maison le 25. Alors, par exemple, les musulmans, les autres religions, les autres églises. Non, non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. C'est là où je ne veux pas que l'on ne puisse pas religioniser cette histoire. Je n'aimerais pas qu'on le ramène. J'ai entendu mon vieux, mon grand frère, mon idée là,
Moïse, je l'ai entendu revenir sur ce qu'il avait demandé. Cette histoire n'est pas liée à la religion. Cette histoire, c'est la reconnaissance d'un combat qui a été mené par un individu que l'on appelle Simon Kimbangu, un évangéliste. Et cet évangéliste a mené un combat, et j'aimerais terminer là où je voudrais, l'idée, je voudrais finir l'idée. C'est-à-dire aujourd'hui, l'église kimbanguiste nous donne une leçon que nous pouvons nous développer sans l'aide extérieure. Regardez toutes les églises kimbanguistes qui ont été construites. Il n'y a pas une aide extérieure. Regardez toutes les écoles kimbanguistes. Mon ami a dit qu'il a étudié dans une école kimbanguiste. Effectivement, moi j'ai étudié également 2 ou 3 ans dans une école kimbanguiste. Vous allez voir qu'ils ont construit avec l'argent des Congolais, des kimbanguistes. Et leurs écoles, leurs hôpitaux. Aujourd'hui, ils sont des grands hôpitaux. Quand vous allez à Massina, je crois, il y a un grand hôpital kimbanguiste. Donc, ils ont construit avec l'argent que l'on trouve ici. Et donc, c'est pour vous dire que je n'aimerais pas qu'on ramène ce débat-là au niveau des religions pour que les néo-apostoliques viennent également demain pour réclamer leur journée, pour demander aux églises Nzambe Malamu de venir réclamer leur journée. Ici, on reconnaît, le président de la République l'a bien signifié dans son ordonnance lue à la RTNC, qu'il s'agit de la journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Vous venez de nous rejoindre, vous entrez directement dans le débat. Beaucoup voient l'institution de cette journée à quelques mois de la tenue des élections. Félix Tshisekedi est en train de miser sur tous les fronts. Merci de la parole. Je salue Bélédou, je salue Joël Montiri. Joël Montiri. Ah, Dodo Montiri. Ah, ok. Voilà, je reviens du Congo. Vous n'avez pas salué les enfants de Bélédou? Oui, les mignons, les grands. Vous avez pris le fleuron de Bélédou. Alors, je reviens. C'est une émission spéciale. Où j'ai été témoin de la matérialisation du projet de, vous m'excuserez pour la voix, des 145 territoires. Nous sommes allés dans des endroits où je crois que la civilisation est quand même un peu loin par rapport au temps moderne, au temps que nous vivons. Mais il y a une volonté à travers le projet de développement local, 145 territoires, pour construire des bâtiments administratifs, de construire des centres de santé, de construire des écoles. Cela participe à la volonté du gouvernement, j'ose espérer, de répondre aux besoins des bases, à travailler pour le social. Mais aussi, j'allais dire, qu'on parle souvent de l'insécurité, c'est très important. Et là, je m'adresse particulièrement au vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qu'on se focalise trop à l'Est, mais à l'Ouest, on a un territoire comme l'Ouosi, où pour y aller, il faut prendre le bac. Vous avez 30 à 40 minutes de traversée. Et puis de l'autre côté, de l'Ouosi pour aller à Brazzaville, c'est 2 heures. Pour aller à Pointe-Noire, c'est 5 heures. Mais pour venir à Kinshasa, vous traversez le fleuve Congo, et vous faites presque 100 km de route en terre, en mauvais état, pour rejoindre la nationale numéro 1. C'est-à-dire un cultivateur qui fait par exemple de la tomate, pour venir vendre ça à Kinshasa, c'est impossible. C'est tourner vers le Congo-Brazzaville, et il y a des activités qui s'y font, qui ne sont pas orthodoxes en rapport avec l'intégrité du territoire. C'est-à-dire quoi? Il faudrait renforcer, ne pas attendre que le pire arrive pour qu'on puisse se focaliser. Cette population se considère, je l'ai publié sur ma page TikTok, les gens qui pourront y accéder pourront voir, l'antichambre de Congo-Brazzaville, sur le plan sécuritaire, sur le plan des infrastructures, sur le plan sanitaire, l'Ouosi est vraiment, comme par rapport à son positionnement, à l'écart de la République. Donc, il a lieu, je suis en train de faire ces plaidoyers parce que je l'ai vu. Ici, ce n'est pas de la politique, ici, c'est de la réalité, et sur terrain. Et c'est aussi ça, être journaliste, parler de ce que vous avez vu. Le 6 avril, je crois que ça a été, c'est la continuité, c'est le maillon d'une chaîne. Joël Cadet venait de le dire. Un combat qui a commencé dans la clandestinité, qui a été reconnu par Mobutu, valorisé. Je me rappelle quand la dépouille des papas Diangen est arrivé ici. On a caillassé le cortège qui transportait le corps de papa Diangenda au niveau de Tchangou et tous les restes.
Et on l'a traité, je ne voudrais pas répéter les mots qu'on a. On était jeunes, mais on a ça dans notre mémoire. Ce qu'on a répété. Et le maréchal Mobutu est allé rendre hommage à Papa Diangenda au centre d'accueil. Il a dit tout ce qu'il avait dit par rapport à cet homme qui dormait dans son cercueil à ce moment en regrettant l'attitude des Kinois et des Kinois de l'époque. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi arrive, ajoute une pierre. C'est une démarche. Bien que chez les Kimbangi, cela ait un retentissement beaucoup plus grand, c'est normal parce qu'il le prend par rapport à la religion, par rapport à leurs croyances, mais c'est le combat de la libération. Cette lutte pour la libération n'est pas encore finie. Nous devons nous libérer aujourd'hui par rapport au joug du colonialisme, du néocolonialisme, du capitalisme. Le pape François l'a dit avec des mots vraiment qu'il fallait. Mais, et de la conscience africaine, on célèbre Simon Kimbangu. Savez-vous que l'avenue du tourisme qui mène vers Mboudi, c'est aussi la route des caravanes, où les esclaves sont passés. À Mongalié-Mala, on avait entassé des esclaves pour les amener vers Matadi par la route de Ngombi-Lutindele. Si vous allez à Mwanda, il y a un espace qu'on appelle forêt des esclaves. On entreposait des esclaves comme du bétail avant de les embarquer à Banana pour les amener. Le Congo a donné des millions de ses fils dans cette traite-là. Mais quand on dit valorisation, ça ne doit pas s'arrêter à Simon Kimbangu. Pourquoi on ne mettrait pas en valeur ces endroits? Je ne parle pas du côté de l'Est et au Tipo. Encore une fois, après, il y a une traite des Noirs avec des arabisants comme Tipo et consorts. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des choses à moitié. On salue le combat d'un homme qui a été en avance sur son temps, qui en a souffert, qui a payé de sa vie, mais aussi honoré. Vous allez à Zanzibar, en Tanzanie, vous allez à Gorée au Sénégal. Mais ces lieux-là font rentrer des millions. Ce sont des lieux de mémoire. Chez nous, là, on a entassé, il y a encore des restes des marmites en béton préparées pour les gens, mais c'est de la forêt. J'ai des images, si vous voulez, je pourrais vous les passer. C'est la forêt. On veut être grand, mais on ne sera pas grand si nous ne connaissons pas notre histoire. Ce n'est pas l'histoire des pères et des fils, ça ne nous avance à rien. Si nous voulons être grands, nous devons révisiter notre histoire. Alors, et je pense que cette ordonnance nous donne l'occasion de nous arrêter pour nous revoir, pour faire une archéologie de nous-mêmes, voir ce que nous sommes un peuple grand. Si des messieurs comme des Mike Tyson se reconnaissent être originaires du bassin du Congo, c'est-à-dire que nous avons donné des éléments de valeur. Aux États-Unis, il y a un endroit qu'on appelle Congo Square, là où les esclaves se racontaient. C'est-à-dire que le Congo n'est pas absent de l'histoire. Le Congo est dans l'histoire de l'humanité. Et cette date nous donne l'occasion de penser à ce que nous sommes réellement et puis de faire en sorte que nous puissions honorer nos lieux de mémoire. C'est lieux que je venais de citer. Il y en a. Mais au-delà de ça, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'on ne mise pas sur les élections des présidents de la République, bien sûr? On peut pas interdire aux gens de réfléchir. Et le fait de le sortir au dernier virage avant les élections, si on peut emprunter un terme plus purement sportif, ça pourrait l'être. Mais je pense que c'est de bonnes guerres. Mais je me souviens que c'était en 2021 que le chef de l'État l'a annoncé. C'était une promesse faite à Kamba, mais c'était pas au chef de l'État de le faire. Il y a un travail préalable qui devait se faire au préalable. Mais bien sûr. Il n'y a pas que ce dossier-là, parce qu'il faut, au niveau du Parlement des deux chambres, il faut travailler les budgets, il faut travailler les situations sécuritaires, il faut chercher les histoires des Mangachouchou, et chercher des traîtres, je le dis en passant, des traîtres de loups dans la bergerie, tout cela. Il y a beaucoup de lois, beaucoup de choses à faire au même moment. Le rythme des honorables députés ne nous impute pas.
Et ce travail-là, ce n'est pas le travail du président de la République. Si on doit reprocher, on doit peut-être reprocher aux responsables du FCC qui travaillent, de l'Union pour la Nation, pardon, qui travaillent, qui conduisent les 2 chambres, qui ont peut-être imposé un rythme. Je doute fort que ce soit le cas, mais je suis en train de rêver, qui ont imposé un rythme pour que cela ne tombe qu'à l'année électorale pour qu'on vote maintenant. Alors, on va passer à un autre sujet, mais je vous pose une dernière question. Pardon, j'ai suivi les chefs spirituels réclamer, rappeler au chef de l'État plus d'une fois que vous avez fait cette promesse, il faut l'accomplir. Je pense que je suis du côté des Kimbanguistes et je partage leur joie. Alors pour certains également, le chef de l'État essayait de se rattraper par rapport à l'incident qui s'était passé avec les chefs spirituels qui voulaient traverser pour Brazzaville. Excusez-moi, mais on accorde beaucoup de pouvoir au chef de l'État. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel où le vrai pouvoir est détenu par les parlements. Il y a séparation du pouvoir, il y a des services spécialisés qui sont... Si par exemple, j'ai dit, le monsieur du DGM avait remarqué qu'il y avait des choses qui devaient peut-être nuire à la sécurité. Imaginez qu'au niveau de Beach ici, qu'on attend à la vie du chef spirituel de Kimbanguiste. Quelle serait la conséquence de cet acte-là? À un certain moment, faisons confiance aux Congolais. Ces gens-là ont... Je n'ai pas les éléments qui ont présidé à leur décision. Mais je me dis que le monsieur, la DGM ne peut pas engager un bras de fer avec l'église Kimbanguiste ici au Congo. Non. Il y a eu certainement des éléments, mais comme on veut rapporter tout au chef de l'État, qui n'a que... Vous savez que même dans le gouvernement, il y a des... Encore derrière les cas, on doit passer à la autre défense sujet, oui. et la diplomatie, qui sont des domaines de collaboration des chefs de l'État. Le gouvernement conduit les affaires, c'est le Premier ministre qui conduit. Mais si on rapporte tout au chef de l'État, et on le voit partout, même quand ça va ou quand ça ne va pas, c'est toujours lui. Mais je pense que la liberté de réflexion est garantie pour tout le monde, mais soyons dans le bon. On ne peut pas tout diaboliser, voir tous les travers, c'est pas... Ça ne nous avance. Merci Santiago. On passe à un deuxième sujet. Je voudrais un peu revenir sur ce qu'avant que l'idée ne me quitte. Il ne faudrait pas que la journée du 6 avril reste une journée où on laisse aux Kimbanguistes défiler. Il faudrait qu'on réfléchisse réellement sur comment est-ce que nous pouvons valoriser réellement le combat de Simon Kimbangu. Si on peut organiser des conférences. Et si on peut revaloriser également les endroits où il était passé. J'ai vu à Lubumbashi, par exemple, là où il y avait la prison, où il était détenu. Ça a été accordé aux Kimbanguistes, c'est bien. Mais il faudrait également que l'on rende ces lieux-là beaucoup plus importants en termes du tourisme. Donc c'est ce que je demande. Et de deux, il faut pas... J'ai vu dans la communication du conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires religieuses, il a omis que Kabila, Joseph n'a rien fait. Joseph Kabila, en 2011, il a organisé la révision du jugement qui avait condamné Papa Simon Kimbangu. Donc Simon Kimbangu a été réhabilité et donc ce jugement-là a été détruit. Donc il faut reconnaître également que c'est un processus. Mais il faudrait qu'on ait, comme Rombo Lumba aime toujours le dire, il faut aller plus loin pour qu'on érige un monument ici, par exemple au niveau de la gare centrale, où on peut, n'est-ce pas, mettre Simon Kimbangu et que cette journée-là, il faut vraiment lui donner de la valeur. Alors on passe à un autre sujet. Les monuments. Ça, c'est qu'on passe à un autre sujet, c'est la signature de la charte de l'Union sacrée, d'où Jésus Bélédou. On a vu tous les gros poissons du FCC qui sont retrouvés pour cette signature. On se rappelle en 2018 avec le FCC, il y avait également la signature de la charte du FCC à quelques mois des élections. L'histoire se répète, hein? Oui, on a l'impression que l'histoire se répète. Mais sur Simon Kimbangu, je place juste une phrase. J'ai vu les comportements des uns et des autres hier dans les réseaux sociaux, sur la circulation routière, etc. On a l'impression qu'on réduit les tout à la tenue et voir les Kimbanguistes défiler. Et un peu comme on a vécu bien avant avec certains ministres des genres et familles, on avait l'impression qu'elles ne travaillaient que le 8 mars en demandant aux femmes d'être habillées en pagne. On a réduit
toute une journée où il fallait réfléchir à Sur les droits de la femme. Sur les droits de la femme, à l'accoutrement, simplement. Je crois qu'il faudrait revoir un peu une autre manière. Je pense que les statuts des Kimbangu vont être érigés à Gombe ou quoi que ce soit. Cela importe peu aux Kimbanguistes. Serge Tek l'a rappelé. Il y a ce que les Kimbanguistes, ce que les musulmans appellent Mecque, ou bien les catholiques appellent Vatican. Les Kimbanguistes ont leur Kamba. Et je crois que c'est l'endroit idéal où il faudrait aller visiter si effectivement nous voulons nous référer ou saluer les combats des Kimbangu. Voilà. En ce qui concerne l'Union sacrée, bon, vous avez dit c'est un peu comme du déjà vu avec le FCC, c'est vrai. C'est vrai que les FCC, on l'a vu aussi à l'aune des élections, Kabila a précipitamment fait venir tous ces caciques qui étaient aux affaires, les membres du gouvernement, etc. Je me souviens encore de Bruno Tshibala qui venait à peine d'être débauché et placé Premier ministre. Et du coup, on l'a vu signer la charte du FCC. Alors, aujourd'hui, 7 ans ou 6 ans après, on voit le même scénario se répéter avec la signature de ce cacique. Moi, j'ai 2 analyses là-dessus. Pour la première, bien avant, il fallait finalement qu'il y ait signature d'une charte Union sacrée parce que ça semblait être une nébuleuse. Il fallait formaliser des choses. C'était tout le monde qui pouvait se dire de l'Union sacrée. En fait, c'était quoi l'Union sacrée? C'était quoi les sièges de l'Union sacrée? Les objectifs de l'Union sacrée, etc. Là, au moins, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une structure et ils ont un présidium. C'est obligatoire, hein? C'était important quand même, parce qu'on parlait de l'Union sacrée, mais l'Union sacrée était une nébuleuse. Je ne pense pas qu'il y ait eu une obligation là-dessus, parce que on a vu comment des gens faisaient des déclarations publiques avant d'aller eux-mêmes adhérer à l'Union sacrée. Je ne vous parle pas seulement de ceux qui sont déjà avec Tshisekedi, mais je vous parle aussi de ceux qui viennent du FCC, de la Mouka, etc. Ils sont venus de leur propre gré. On n'a obligé à personne d'adhérer à l'Union sacrée. Et certains, pour la plupart, sont venus de leur propre gré. Alors, je disais, il fallait formaliser. C'était une nébuleuse. On se disait, mais finalement, c'est quoi l'Union sacrée? C'est quoi l'idéologie de l'Union sacrée? C'était qui les chefs à part Tshisekedi? Mais là, au moins, on sait qu'il y a un présidium qui est composé de Kabouya, Samadou Konde, Vital Kamere, Bemba et tous ces gens-là. Et donc, ça, c'est une formalité. Alors, maintenant, il faut s'interroger sur l'avenir de l'Union sacrée. C'est vrai que l'Union sacrée, en ce moment, est beaucoup plus pour des fins électoralistes de Tshisekedi, parce que tous vont soutenir Tshisekedi aux élections. Mais qui compose l'Union sacrée aujourd'hui? J'ai vu des têtes qui n'ont pas plu aux Congolais, il faut le dire. Il faut regarder les réactions des uns et des autres dans les réseaux sociaux, regarder dans les analyses, lisez les journaux. On vous dit que l'Union sacrée, c'est tous ces kabylistes. C'est vrai que Tshisekedi ne va pas formaliser ou bien inventer des humains, mais ce sont tous ces kabylistes qui se déclarent désormais membres de l'Union sacrée. On a vu les Bochab, on a vu les Kisombe, on a vu tous ces gens-là. Les Kinkemulumba, les gens au Batondaki Kabilate, tous ces gens-là, on les a vus déverser dans l'Union sacrée. Alors, l'inquiétude, c'est quoi ici? L'inquiétude, c'est de voir demain ce qu'on a vécu au Parlement avec les basculements de la majorité. L'inquiétude, c'est que ces gens-là ne fassent chantage à Tshisekedi au regard de cette jurisprudence. Parce que, généralement, il faut le dire, ce sont nos analyses, on n'est pas prophète, mais on pense que ces gens-là, pour la plupart, sont venus pour des intérêts politiques. Je prends un individu comme Steve Mika, excusez-moi de parler de lui. Vous avez vu la guéguerre qu'il y a eu entre, une guéguerre ridicule d'ailleurs, que lui-même a censé sur les réseaux sociaux et dans les médias entre lui et Bahati Lukwebo, simplement parce qu'il y a eu transhumance politique. Il était avec Bahati Lukwebo, avec la FDCA. Après, il y a eu une fronde Nenenkulu. Ils sont allés inventer une structure, un regroupement politique où Nenenkulu s'est autoproclamé président.
et puis ça n'a pas marché là-bas, il ne s'est pas retrouvé. Il tente de revenir encore à la FDCA simplement pour des fins électoralistes. Et lorsqu'on rejette sa demande, il passe dans les médias pour traiter Batilouko pour le nom de tous les oiseaux. Et donc, comme pour dire, c'est de la transhumance. Pour la plupart des gens qui sont déversés, ils viennent pour des fins électoralistes. Mais gardons les bénéfices du doute à ceux qui on dirait, donnons une chance à cette union sacrée. Nous pensons que ça peut marcher. Ça va marcher, mais au regard des gens qui sont là, Tshisekedi doit être très prudent politiquement parce que à tout moment, les intérêts politiques peuvent basculer. Merci Dougézo. Alors, Joël Cadet, comme l'a dit Beledou, faudrait-il qu'on puisse tamiser, parce que ça semble paraître comme une blanchisserie pour tous ceux qui étaient du côté du FCC, qui ont traversé à l'Union Sacrée, et puis est-ce que c'était pas, ils n'ont pas été contraints parce que tout le monde voulait aller à l'époque, on a vu Lisanga, bon, on a refusé de signer, mais avec l'Union Sacrée, en tout cas, il y a tout le monde, hein, personne n'a manifesté l'abstention. Bon, personnellement, je doute beaucoup fort de l'avenir de l'Union Sacrée, de la charte, connaissant un peu la transhumance de l'homme congolais. Cela, en politologue, j'ai toujours dit, nous n'avons pas de partis politiques en République démocratique du Congo. Nous avons des dicablos, nous avons des boutiques qui servent à certains individus d'accéder au pouvoir, gagner leur vie, faire profiter à leur famille. Parce qu'en principe, dans notre pays, ce que l'on devrait avoir, ça a toujours été ma pensée, on devrait avoir, par exemple, un parti politique des infrastructures. C'est-à-dire, quand il vient au pouvoir, l'idéal, c'est que, comme nous avons un problème que venait de soulever Nseka tantôt, d'évacuation de biens de consommation des centres de production vers les centres de consommation. Donc, comme vous avez un parti politique comme ça, même dans nos débats politiques ici, dans le plateau, je n'ai jamais vu un débat basé sur une idéologie politique. Donc, nous sommes dans le divers. On devrait avoir un parti politique, par exemple, de la forêt. On devrait avoir un parti politique comme de l'environnement, comme celui de mon ami Didas Pembe. Donc on devrait avoir un parti politique des routes, on devrait avoir un parti politique. C'est-à-dire, vous venez réfléchir. Mais chez nous, c'est du copier-coller. On prend par exemple le Parti Socialiste de français, on prend les papiers, on l'adapte, c'est du copier-coller et ça s'arrête là. Moi, j'attendais du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un renouvellement de la classe politique. Par renouvellement, ça ne veut pas dire qu'on doit chasser. C'est pas un problème d'avoir des jeunes, non. C'est pas un problème contre les vieux et les vieilles personnes, non. Ce n'est pas non plus un problème de combattre cette culture du pouvoir des fils. Donc, quand vous voyez le fils Bemba, le fils Tshisekedi, le fils Kamitatu, et ainsi de suite, c'est pas une culture qu'on a pratiquement imposée dans notre pays, que pour avoir de l'espace au soleil, il faut avoir un nom. Donc, rares sont les self-made men que l'on peut retrouver dans cette politique. Alors, qu'on reprenne les mêmes pour les reconduire, qu'ils soient au présidium, avec le degré de transhumance, en tout cas, j'en appelle, comme l'a dit Beledou, à une forte prudence dans le chef du président de la République pour que ça ne puisse pas connaître les mêmes, parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, j'ai peur vraiment que nous connaissions dans notre pays encore un autre FCC bis. C'est la première observation. Deuxième analyse, les responsabilités du Premier ministre Sama Lukonde au sein de l'Union Sacrée, de monsieur le vice-premier ministre Mbemba, monsieur le vice-premier ministre Kamere, énerve les dispositions de l'article 97 de la Constitution. Parce que cet article dit, si je puis paraphraser, sont incompatibles avec les charges au sein du gouvernement, les responsabilités au sein d'un parti politique. Alors, eux sont membres du gouvernement. Et par conséquent, ils ne peuvent pas avoir des responsabilités au sein d'un parti politique. Ça a toujours été comme ça, même avec les FCC, c'était les membres du gouvernement. Non, mais écoutez, madame, c'est là où tous les autres ministres. Non, c'est là où peut-être les gens, non, c'est là où certaines personnes au niveau de l'Union Sacrée ne comprennent pas. Je m'efforce toujours, comme l'a dit Nseka tantôt, d'avoir ma tête sur mes épaules, de rester scientifique.
lorsque la Constitution a dit, à son article 97, 97, que les charges au sein du gouvernement sont incompatibles avec les responsabilités au sein d'un parti politique, on ne peut pas dire non parce que Tchibala a signé hier que Sama Lukonde peut le faire aujourd'hui. Non. On ne peut pas dire non parce que l'ancien vice-premier ministre, on avait Chadar qui était vice-premier ministre à l'intérieur et en même temps, il était secrétaire général au niveau du parti politique, le PPRD, et que Kamere également doit répéter la même chose, que Jean-Pierre Mbemba doit répéter la même chose. Moi, je crois qu'ils ont l'obligation, si on doit, parce que les changements, c'est quoi? Les changements, c'est le respect de textes qui nous régissent. Nous avons une constitution, c'est la loi mère. Il faudrait qu'on respecte la constitution. C'est là, nous, là où c'est noir, moi je dis que c'est noir. Là où c'est blanc, je dis que c'est blanc. Là où c'est jaune, c'est jaune. Vous ne pouvez pas avoir les charges au sein du gouvernement comme membre du gouvernement et avoir les responsabilités au niveau des partis politiques. Je crois que ça doit se corriger et le plus tôt, si vraiment. Et puis, moi je crois que l'Union sacrée devrait avoir de nouvelles têtes. De nouvelles têtes qui peuvent propulser un changement. Parce que les méthodes sont les mêmes, on le connaît. Un changement à quelques mois de la tenue des élections. Non mais ça doit se changer. Déjà, le fait que Kamere soit vice-premier ministre, ministre de l'économie au sein du gouvernement, du fait que Jean-Pierre Mbemba est vice-premier ministre, ministre de la Défense, en tout cas, il va battre campagne pour Tshisekedi. Est-ce que fallait-il qu'il soit membre, qu'il soit responsable au sein de ce qui a été une nébuleuse hier? Et est-ce que faudra-t-il que M. Sama Lukonde soit dedans? Mais il pouvait même le faire d'une manière informelle, sans qu'il ne passe à la télévision. Merci Joël Cadet. CNCK, la réélection de Félix Tshisekedi à travers la restructuration de l'Union sacrée. Est-ce que pour qu'il soit réélu, ça ne va pas se baser sur le bilan, les sociales de Congolais, où les gens se mettent ensemble? Et c'est ça ce que j'ai dit tantôt. Souvent, nous faisons des débats qui sont vraiment à côté de l'essentiel. Au jour d'aujourd'hui, et au mois de décembre, donc pendant les élections, le président Tshisekedi va se présenter devant la population congolaise avec un bilan. Un bilan que sa machine politique, son gouvernement devait avoir préparé et réalisé au préalable. Et c'est là où je suis en train de voir l'histoire se répéter. L'opportunisme est devenu le maître mot en politique. Les gens qui étaient kabylistes, je voudrais dire comme le professeur Njoli, Très kabiliste. Très kabiliste. Aujourd'hui deviennent tshisekédistes. Et puis, c'est comme si la honte n'est pas congolaise, quoi. C'est comme si la dignité... On n'a pas d'homme d'État, on n'a pas le sens de l'honneur. Qu'est-ce qui me garantit aujourd'hui que les gens qui ont trahi Kabila il y a quelques mois, pour ne pas les citer, les Bouchab, les professeurs Lumanu, vont rester fidèles, tels qu'ils se présentent pour aujourd'hui à Tshisekedi? Qu'est-ce qui va le prouver? C'est-à-dire que notre pays est en train de mourir du fait des manques de conviction. Nous n'avons pas des hommes de conviction. Nous n'avons pas d'hommes d'État. Ces gens-là nous ont trompés. Ils sont petits. Parce que les hommes de valeur, des hommes d'État, garderaient leur posture, même si sous la table, il peut y avoir des négociations. Mais ces gens-là garderaient leur étiquette. Comment les gens qui sont des capitalistes idéologiquement vont se mettre ensemble avec des ultra-socialistes. Mais idéologiquement, il n'y a rien qui vous lie. Les libéraux qui sont... Ils sont tous mus. Et sa réélection de son deuxième mandat. Ils sont tous mus par les gains, le besoin du gain. Gagner, rester dans les affaires, justement pour continuer à garder un train de vie, des trains qu'on le voit en cortège, que l'État paye le voyage, que l'État paye les hôtels, que l'État paye les carburants, que l'État paye les loyers. Il faudrait le dire, c'est pas par amour à Tshisekedi. Non. Non, pas du tout. Parce que quand on est aux affaires, mais chacun trouve sa part. On ne paye pas les billets, son billet d'avion. Vous voyagez, on vous paye. Pas les carburants, on ne paye pas les Vous sortez du pays, on vous paye. Vous allez à l'intérieur, on vous paye. On paye votre maison. C'est ça. Parce que si c'était pour le besoin du Congo, je crois que la guerre à l'est du pays s'arrêterait. Moi, je reviens de Bloozi, où les gens m'ont dit, mais ici, on nous a étiquetés comme une zone rouge, mais on n'a pas de leader politique ici.
On porte la poisse au nom de certains leaders politiques qui parlent à notre nom, mais regardez ce que nous vivons ici. Vous voyez la réalité ici. On est en train d'instrumentaliser la misère des gens, aller se présenter devant le chef de l'État pour dire je suis leader de tel coin, de Molokai, ou de ici, Filokolé, voilà. Et en réalité, il n'y a aucun lien entre ces leaders-là et leur milieu d'origine, parce qu'ils ont démissionné depuis très longtemps. Ils sont leaders de Washington, de Bruxelles, de Paris. Donc pour dire que moi je suis un peu déçu de voir ce qui se passe. L'histoire s'est répétée, des amis l'ont dit, le FCC s'est créé de cette façon-là, et c'est la même chose. On prend les mêmes, on disperse et puis on recommence. Et le président Tshisekedi doit être sur ses gardes. Il n'y a personne qui est pour lui dans cette histoire-là. Les gens qui ont, les gens qui ont tout obtenu avec Kabila, ils ont obtenu un an, parce qu'on les a connus avec Kabila. Ils ont obtenu de l'argent. Ils ont construit des maisons ici partout à Lingwala. On les connaît avec Kabila. Les gens qui sont devenus puissants, aujourd'hui, tournent le dos à Tshisekedi pour obtenir quoi? La politique qui est n'ont dynamique. Pas. Mais ce n'est pas ça le dynamisme, malheureusement. On ne compare rien à la politique. Commençons par définir la politique avant de parler du dynamisme. Ça s'enseigne à l'université. Madame Gisèle, on a été à l'université, on a appris des rudiments qui doivent nous permettre aujourd'hui d'affronter la vie, de répondre aux besoins. C'est ça qu'on appelle l'intellectuel. Et aujourd'hui, quand on a des gens qui travaillent pour leur ventre en parlant français, on a à craindre de ces gens-là, que le Koulouna que nous voyons sur le... Parce qu'ils sont beaucoup plus dangereux. Merci. Alors, Beledou, est-ce qu'ils sauront gérer ou régler les différends à l'interne? Est-ce qu'on ne va pas voir demain, à la place publique, leurs différends? Oui, il faudrait satisfaire maintenant tous ces gens-là. Nous sommes dans une sorte de maison où la maman avait une petite marmite. Et maintenant, avec 5 enfants, maintenant, il y a tout un village qui doit se nourrir de l'assiette de cette maman-là, qui est Tshisekedi. Il faut maintenant satisfaire tout le monde. Tout le monde a faim. Regardez Bouchab, il a faim. Regardez Maman, il a faim. Regardez Steve Mbikai. Mais il va donner sa voix à Félix pour le deuxième mandat. Il a un appétit glouton. Chacun va se retrouver. Mais justement, deuxième mandat et madame, il empoche quelque chose. Madame, je dis, il faut satisfaire tout le monde. Au fait, les intérêts qui réunissent ces gens-là, il faut le dire, hein, en tout cas sans porter les gants, c'est beaucoup plus des intérêts privés, personnels, et ça n'a rien à voir avec les intérêts du pays. Et généralement, moi je pensais que l'union sacrée devrait essentiellement se focaliser, se constituer autour des questions vitales du pays, notamment l'Est du pays par exemple. Il faut appeler à l'union sacrée pour voir comment débouter l'ennemi qui est le Rwanda dans ce territoire. Mais l'union sacrée est constituée sur base des intérêts politiques. Faites la différence entre des intérêts politiques et des intérêts vitaux des Congolais. Il vient de l'Ouozi, il vous a parlé de l'Ouozi. Moi, je ne vous parle pas de l'Est du pays. Je ne vous parle pas des Massissi, je ne vous parle pas des Bunagana, etc. Et donc, il y a des gens qui sont constitués parce qu'ils ont une boulimie politique. Et donc, Tshisekedi doit préparer son assiette pour satisfaire l'appétit de tous ces gens-là. Et rassurez-vous, ces gens-là ont vraiment un appétit glouton. Voilà. Voilà. Je crois que le message est passé. Un beau soir avant le 22 avril, la sortie officielle, il doit changer les intérêts. Vous avez dit l'intérêt vital. Exactement. Il y a des questions. On doit essayer de corriger, hein, Joël Cadet. L'émission est finie malheureusement. L'émission est finie. Non, écoutez, dites-moi un peu. Non, je donne un cas. Restons scientifiques. Dites-moi ce que le MLC libéral qui prône l'unitarisme dans ce pays, en quoi il peut s'assembler avec l'UDPS qui prône le fédéralisme et qui est social-démocratie. Dites-moi, non, dites-moi, là où ils se rencontrent sur le plan idéologique. Donc c'est pour vous dire que à un moment donné, il faudrait qu'on se pose la question. Merci. Une phrase. Je pense que Tshisekedi avait encore, excusez-moi de le dire, avait encore besoin aux côtés de lui d'un homme comme Kabound. Pour dire à Tshisekedi, attention, monsieur, les présidents, là, ça risque de nous ramener. Juste un mot au président de la République. Faites attention parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or, quoi. Et tout ce qui vient là, c'est pas par loyauté, c'est beaucoup plus pas par amour. Merci Santika, merci Dou Jésus Beledou, merci Joël Cadet, madame. Merci à l'équipe technique. Je fais un clin d'œil à un téléspectateur assidu.
mon frère Joe Etoko qui célèbre son anniversaire. Heureux anniversaire, Joe. Joyeux Merci aux enfants de Jésus Bélédou. Qui ont assisté. Ah, Brian, ils ne seront pas journalistes. Comment tu vas restreindre leurs C'est pas à toi ambitions? de décider. C'est pas à toi de décider. C'est pas à lui, hein. L'émission est finie. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula, héritier Tubilan de Karine et bébé Moro Nzambé. Bonne fête de Pâques déjà, hein. C'est déjà ce dimanche. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.